20 h. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a eu une rencontre avec les chefs traditionnels de la ville de Divo dans la région du Lodjibois. Une rencontre qui s'est tenue en marge de l'inauguration du marché de proximité de Daboré et qui a permis aux chefs du gouvernement d'exhorter les garants des us et coutumes à promouvoir l'union et la paix dans leur localité. Du 3 au 5 mars 2025, le Palais de la Culture de Trècheville accueillera la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse par le ministre en charge de la jeunesse, du service civique et de l'insertion professionnelle, Mamadou Touré. Objectif, offrir des solutions adaptées et concrètes pour l'employabilité des jeunes de Côte d'Ivoire. Après le constat de poissons morts et l'apparition d'une mousse blanche sur le lac 3 de Yamoussoukro, le centre ivoirien antipollution, le CIAPOL, a ouvert une enquête. Les premières mesures arrêtées dans l'urgence pour le comité de crise, la sécurisation du périmètre des lacs, la fermeture des établissements situés à proximité du lac et la sensibilisation des populations. On en parle dans cette édition. Le mois de Ramadan correspondant à l'an 1446 de l'Hégire débute en Côte d'Ivoire. Ce 1er mars, hors de nos frontières à Bukavu, en République démocratique du Congo, les musulmans de la province du Sud Kivu s'apprêtent à passer le mois de Ramadan dans un contexte difficile. Leurs programmes de prière devront s'adapter au contexte sécuritaire après l'occupation de Bukavu par le groupe M23. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Direction tout de suite la ville de Divo, dans la région du Lodjibois, où le Premier ministre Robert Begré-Mambé a eu une rencontre avec les chefs traditionnels, une rencontre qui s'est tenue en marge de l'inauguration du marché de proximité de Daboré et qui a permis aux chefs du gouvernement d'exhorter les garants des us et coutumes à promouvoir l'union et la paix dans leur localité. Un reportage signé Jean-Louis Pambou. Ils sont venus en grand nombre des 4 coins du Lodjibois pour répondre à l'invitation du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Chef traditionnel de Divo, Lakota, Guitry ou encore Iré, tous ont convergé vers le conseil régional pour cette rencontre placée sous le signe de la cohésion et du développement. La paix, là, ça n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas travailler dans le champ s'il y a la guerre. La paix, là, ça permet d'aller au champ. Ça permet de faire café, cacao, EVA, palmier à huile, coco. Ça permet d'aller à la pêche, de vendre le produit de nos efforts pour gagner de l'argent et faire vivre nos enfants. Soyez les défenseurs de la paix ici. Défendez la paix. Si vous défendez la paix, vous défendez votre richesse. Parce que s'il n'y a pas de paix, personne ne peut être riche. Un message bien perçu par les garants des traditions, conscients du rôle qu'ils jouent dans l'harmonie sociale et le progrès de leur communauté. Sans paix, on ne peut pas avoir de cacao. Sans paix, on ne peut pas travailler. Donc nous travaillons beaucoup dans les villages, dans les hameaux pour cette paix. On a remercié le président de la République d'avoir à côté de lui nos meilleures filles et fils avec qui il travaille. Et tout ce qu'il fait pour la région de Lodjibois, nous les chefs, nous la chefferie, nous sommes très contents. Des engagements réitérés au terme de cette rencontre qui marque une étape clé dans la consolidation du dialogue entre l'État et les autorités coutumières du Lodjibois. Une dynamique essentielle pour garantir des bases solides au développement local. Et Madame, Monsieur, l'histoire d'une amitié vous sera contée ce 20 h, une amitié gravée dans la pierre du souvenir, une amitié qui a contribué à nourrir une vision, celle d'une Côte d'Ivoire en quête de développement et qui travaille pour y arriver, celle d'une Afrique qui a soif de liberté et qui se donne les moyens d'y parvenir, l'amitié entre Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, et Yacouba Sylla, un homme économiquement influent en son temps, la foi en Dieu et donc un respect réciproque, deux des multiples choses que ces deux hommes avaient en partage. Et cette photo qui fait la une de l'ouvrage que nous tenons entre les mains illustre bien ce respect mutuel que se vouaient donc ces deux personnalités. Ouvrage photo qui porte la marque de son auteur, Yacouba Sylla. L'auteur est avec nous ce 20 h. Avec lui, nous parlerons de ce vernissage qui est organisé justement à la mémoire de l'amitié qu'il y a donc ces deux personnalités. Yacouba Sylla, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Guibé. Alors avec vous nous irons donc discuter de ce vernissage qui se tient en ce moment et qui se
poursuit, n'est-ce pas, jusqu'au 20 mars 2025. Nous y reviendrons. Ce sera dans une demi-heure. Mais avant, madame, monsieur, avant ce moment qui nous donne rendez-vous avec l'histoire, regardons ensemble à ces distinctions qui ont été décernées à 9 personnalités. Elles ont été levées au grade de commandeur de l'ordre. Nombre de celles-ci, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du grand chancelier Ali Coulibaly. Reportage signé Ami Sangaré, Alexis Ouedraogo. Ce sont les premières personnalités à recevoir la décoration dans l'ordre du mérite commercial et industriel. Elles sont élevées au grade de commandeur de l'ordre. La création de cette distinction honorifique a été ressentie comme une nécessité dans le cadre de l'incitation des acteurs de l'écosystème industriel et commercial à davantage d'ardeur au travail, d'ingéniosité, d'inventivité et d'innovation. Notre déferlante gratitude va à l'endroit du plus illustre des Ivoiriens, le chef de l'État, pour sa vision d'une Côte d'Ivoire exemplaire de travail, d'excellence et de progrès. Je voudrais également vous adresser, Excellence, Monsieur le Grand Chancelier, mes remerciements, vous dont l'action à la tête de cette institution épouse parfaitement la vision du chef de l'État. L'ordre du mérite commercial et industriel est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs valeurs professionnelles et la contribution qu'elles ont apportée à la modernisation et au développement du commerce et de l'industrie. Et dans le temps de la recherche de l'excellence, un prix d'excellence des opérateurs du transport routier est institué. La cérémonie de récompense est tenue à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Pour l'édition 2025, 43 entreprises de transport ont été récompensées. La raison, elles respectent scrupuleusement le code de la route. Les détails avec Juliette Ouéa. 43 entreprises distinguées par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier lors de la toute première édition du prix d'excellence des opérateurs du transport routier. Ces structures exerçant dans le transport de personnes et de marchandises ont répondu aux critères requis, notamment le respect du code de la route, la prudence, le bon accueil et le confort des passagers. Nous sommes honorés parce que nous sommes vraiment nouveaux dans ce domaine. Ça fait pratiquement 1 an que nous sommes là et aujourd'hui nous recevons cette distinction. C'est l'occasion aujourd'hui de dédier cette distinction à cette population ivoirienne à qui nous demandons toujours de continuer de nous soutenir parce que nous leur réservons toujours le meilleur. En instituant ce prix d'excellence, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier veut saluer le dévouement et la qualité du travail des acteurs du secteur. L'objectif que nous nous fixons, c'est de poursuivre tout ce qui est lié à la professionnalisation. Poursuivre aux côtés du ministère des Transports la question de la formation, la question de la lutte contre les sévices sur nos routes, la question du renouvellement du parc, mais aussi et surtout la question de la recherche permanente de l'accès au financement pour que nous ayons de plus en plus des autocars de dernière génération, des minicars de dernière génération, des camions de dernière génération. Votre dévouement, votre persévérance et votre quête d'excellence sont une source d'inspiration pour tous les secteurs des transports. Le transport représente environ 15% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Pour la prochaine édition du prix d'excellence des opérateurs du transport routier, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier envisage de récompenser les acteurs du transport urbain. Du 3 au 5 mars 2025, dans quelques jours donc, le Palais de la Culture de Trècheville accueillera la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique par le ministre Mamadou Touré. Objectif, offrir des solutions adaptées et concrètes pour l'employabilité des jeunes de Côte d'Ivoire. Ami Sangaré, Jean-Marc Djégé. 42 844 opportunités de recrutement, de financement et de formation seront mobilisées durant la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Cette foire se tiendra du 3 au 5 mars 2025 à Abidjan, un cadre d'échange entre les jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises, institutions de formation et structures de financement. Il y a des opportunités qui sont mobilisées, il s'agit d'aller faire du recrutement. Donc quand des jeunes viennent, c'est pour postuler donc à des postes. Et vous aurez donc la liste donc, de tous les postes disponibles. On part donc des hauts cadres, aux cadres moyens jusqu'aux manœuvres. Donc à différents niveaux de responsabilité, toutes ces entreprises qui ont un besoin de main-d'œuvre viendront là, sur place, accueillir donc ces jeunes
et procéder à des entretiens d'embauche et pour les plus méritants, ils seront embauchés. Les opportunités de formation, ce sont des jeunes qui vont venir s'inscrire pour être sélectionnés pour faire donc ces formations. Les inscriptions se feront sur le site de l'agence Emploi Jeunes ou à travers ses antennes régionales et guichets emploi. Après la première étape d'Abidjan, des mini-foires seront organisées chaque trimestre à San Pedro, à Korogo et dans les zones à forte activité économique du pays. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes invités à saisir cette opportunité. Tournons à présent le regard vers Paris, la capitale française, où en marge de sa participation au Salon international de l'agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a rencontré l'Union européenne. Au menu, les questions liées au développement de la filière cajou. L'Union européenne s'engage à renforcer son implication dans le financement de conditions de production de la filière cajou pour accompagner sa transformation. Lanciné Bakayoko, envoyé spécial à Paris. En plus des élus locaux et des personnalités du monde agricole, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a reçu une délégation de la Commission de l'Union européenne. Au cœur de l'entretien, l'appui de l'institution au secteur du cajou. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue les premiers exportateurs de l'anacarde de broute, les deuxièmes exportateurs mondiaux de l'amande de cajou. Et c'est un développement exceptionnel qui a eu lieu pendant les 20 dernières années. Et nous sommes très fiers d'avoir pu soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce développement qui va apporter beaucoup de croissance dans les pays, qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée, de bénéfices pour les producteurs. Si le soutien de l'Union européenne a jusque-là été essentiellement orienté dans la production, notamment les études et autres logistiques, le gouvernement de Côte d'Ivoire attend que l'accompagnement soit élargi à la transformation. L'Union européenne entend nous accompagner avec des financements pour soutenir donc la production et également la transformation plus tard. Plus que jamais, nous avons des zones où les productions se font. Je veux parler de la zone nord, zone nord-est et puis le centre de la Côte d'Ivoire. Avec un volume de transformation d'environ 34% de 1 200 000 tonnes, le cajou représente aujourd'hui un pilier majeur de l'économie agricole ivoirienne. Et on reste à Paris, cette fois avec notre reporter Didier Guessant qui nous apprend que le ministre des Eaux et Forêts, présent au Salon international de l'agriculture, s'active à la promotion des produits forestiers. Laurent Tchaba a invité les participants à ce salon à préserver de manière durable la forêt et à s'engager dans la lutte contre la déforestation. Reportage. Au cours du Side Event organisé par le ministère des Eaux et Forêts, le conservateur général Kwasi Lucien, directeur général des forêts et de la faune, et colonel Silachek Tidiane, directeur de la production et de l'industrie forestière, ont présenté respectivement la stratégie de valorisation des produits forestiers et de la valeur ajoutée des accords de partenariat volontaire dans la conformité du bois ivoirien au règlement européen sur la déforestation. On voit vraiment l'envie d'aller devant. Et donc du côté Union européenne, tant que du côté ivoirien, l'accord a été ratifié dans l'année même. Et donc maintenant, on attend ça à rentrer en vigueur. On a été beaucoup touchés, mon équipe et moi-même, de se dire que ce serait quand même de notre responsabilité collective de contribuer à l'effort de la reforestation. Des échanges fructueux qui confortent le ministère dans sa stratégie de mobilisation des partenaires dont l'implication est fortement souhaitée dans le traitement de ces thématiques. Le choix de ce thème intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire et l'Union européenne démarrent la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire relatif à l'application de la réglementation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux, signé le 19 février 2024 à Bruxelles et ratifié le 30 septembre 2024 par la Côte d'Ivoire. Cette dynamique de valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire illustre la volonté des autorités de redynamiser l'industrie du bois et de garantir la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement du bois.
Retour en Côte d'Ivoire, dans le nord du pays. Il est désormais lointain le souvenir d'une eau impropre à la consommation pour le village de Nyoroningue, dans le département de Ouangolodougou. Le village est désormais connecté au réseau hydraulique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a inauguré son dispositif d'approvisionnement en eau potable. Ce dispositif, rappelons-le, fait partie d'un ensemble de 30 infrastructures réalisées par le programme des Nations Unies pour le développement dans les régions du Tchologo et du Bunkani grâce à un financement du peuple japonais. Kader Sogodougou. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo, ouvre la pompe pour faire jaillir de l'eau potable pour le grand bonheur des populations de Nyoroningue dans le département de Ouangolodougou. Un système de 3 bornes avec un mini-château de 15 mètres cubes réalisé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD grâce à un financement du peuple japonais à travers la JICA. D'un coût total de 17,8 millions de francs CFA. Cette infrastructure, équipée d'un système de pompage solaire et d'un réservoir de stockage de 15 mètres cubes, alimente 3 bornes fontaines qui desserviront les habitants ainsi que le nombreux demandeurs d'asile accueillis dans ce village. Nous espérons que le château d'eau sera une opportunité pour renforcer la paix et la cohésion sociale. Téné Birahima Ouattara salue toutes ces initiatives allant dans le sens du bien-être des populations et les invite à entretenir l'infrastructure nouvellement inaugurée. Chers parents, nous devons veiller à l'entretien et à la gestion durable du château d'eau que le PNUD et la JICA mettent à notre disposition afin qu'il puisse fonctionner le plus longtemps possible et profiter aux générations actuelles et futures. Dans le Tchologo et le Bunkani, ce sont au total 30 infrastructures achevées ou en cours de finition qui sont en train d'être réalisées grâce au PNUD et à la JICA, dont le financement s'élève à un peu plus de 1,483 milliard de francs CFA. Dans les villages, la corvée d'eau est une histoire de femmes. Celles de Nyoroningue peuvent aujourd'hui esquisser des pas de danse. L'eau coule désormais à flot dans leur village. Et pour le plus grand bonheur des populations, madame, monsieur, des poissons morts flottant au bord d'un lac, des odeurs nauséabondes qui troublent la quiétude des populations et une présence de mousse blanche à constater sur le lac 3 de Yamoussoukro depuis le lundi 24 février ont conduit le centre ivoirien anti-pollution, le SIAPOL, à faire des prélèvements pour comprendre ce qui se passe. Les premières analyses révèlent le manque d'oxygène, une température moyenne de 28 degrés Celsius. Les premières mesures arrêtées dans l'urgence par le comité de crise présidé par le préfet de Yamoussoukro, la sécurisation du périmètre des lacs, la fermeture des établissements situé à proximité du lac. Grace Kando nous en parle. Le périmètre de la présidence à Yamoussoukro, où se trouve le lac 3, est désormais fermé aux automobilistes et aux piétons. Une zone sous haute surveillance où règne un calme plat renforcé par la présence des forces de défense et de sécurité. À l'origine de ce dispositif exceptionnel, la découverte d'une mortalité massive de poissons dans ce cours d'eau. Un phénomène inquiétant, accompagné d'une forte odeur nauséabonde qui se dégage du lac. On n'arrive pas à respirer et puis bon, ça a bloqué toutes les activités. L'odeur nous dérange beaucoup. C'est suffocant, vraiment c'est pas facile. Quand le vent souffle, vraiment ça nous fait tousser, ça fait mal au ventre, ça nous rend malade. Pour comprendre les causes de cette situation, les experts du SIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, ont été dépêchés sur place pour effectuer des prélèvements. Les premiers résultats permettent d'abord de montrer qu'il y a absence d'oxygène dans les eaux. C'est un état de vieillissement vraiment précoce de ces lacs-là. Cela est dû à une accumulation de matières nutritives. C'est-à-dire que les eaux usées que nous rejetons dans ces lacs, qui viennent vraiment les enrichir et en beaucoup de matière organique. Or, vous savez que la matière organique a besoin de beaucoup d'oxygène pour se dégrader, pour que ce milieu se retrouve. C'est ce qu'on appelle le processus d'auto-épuration du milieu. Quand il y a un manque d'oxygène, alors il y a fermentation du milieu. Et en se fermentant, vous voyez, c'est des mousses qui apparaissent. Et ces mousses font que l'oxygène manque dans le milieu et les poissons qui s'y trouvent sont pris dans un piège et sont étouffés et ces poissons commencent à mourir. En effet, ce lac est devenu au fil du temps une véritable poubelle pour les riverains. On remarque quand même que c'est un quartier, malheureusement, branche anarchiquement les fosses septiques sur les ouvrages de drainage qui sont à niveau,
qui ont pour le sud les lacs. Du coup, déjà, tous les lacs de Yamoussoukro sont contaminés. C'est un problème qui est réel. Face à l'urgence, un comité de crise présidé par le préfet de Yamoussoukro a été mis en place. Plusieurs décisions ont été arrêtées pour limiter les dégâts. Toutes ces écoles qui sont riveraines de lacs, 6 groupes scolaires, environ 6 000 enfants, ont été fermés pour nettoyer le lac, enlever tous les poissons morts et puis les végétaux aquatiques aussi qui sont là. Une fois que cela est fait, il faut relever le niveau de l'eau. Le district de Yamoussoukro compte une vingtaine de lacs, véritable richesse naturelle, mais pour les préserver, une prise de conscience collective s'impose. Il y a des rumeurs qui courent pour dire que cette odeur serait consécutive à des cadavres qui seraient dans le lac. Je voudrais dire que cette rumeur n'est pas du tout fondée. En attendant des solutions durables, les autorités appellent à la vigilance et à la responsabilité de tous pour protéger ces écosystèmes fragiles. De quoi troubler également le repos des crocodiles de Yamoussoukro. Et en attendant de suivre l'évolution de la situation du côté du lac 3 de Yamoussoukro, regardons cette cérémonie dédicace d'un livre intitulé Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Il est le fruit d'une réflexion collective de 20 auteurs et enseignants-chercheurs, tous membres du RHDP et réunis au sein d'un groupe dénommé La Voix des Intellectuels. La dédicace de ce livre a eu lieu à la rue Le Pic, au siège du parti, en présence des membres du directoire, dont le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana-Koné, le secrétaire exécutif du parti, Ibrahim Cissé Bakongo. Reportage signé Souleymane Donisongo. Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. C'est une production scientifique qui rassemble plusieurs chapitres rédigés par différents auteurs, tous membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces regards croisés de 20 universitaires, de penseurs et d'écrivains est présenté par Dr Diaby Moustapha Ben Ismaïla, porte-parole des écrivains. Un grand bâtisseur infatigable, un homme d'État, un homme de paix. J'ai nommé son Excellence Alassane Ouattara, qui, à travers ses actions, a su nous inspirer, nous stimuler dans notre vie de tous les jours à emprunter le chemin de l'excellence, du travail acharné. La critique littéraire est abordée par Dr Kanati Soumaoro Daouda. Cette fresque intellectuelle est le fruit d'une démarche scientifique rigoureuse, structurée autour de défis et des enjeux auxquels le président a dû faire face dans le processus de modernisation de la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage militant est placé sous la direction de Claude Saï Soumaoro. Face au président du directoire du parti, Gilbert Kafana-Koné, le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande, souligne les motivations de la production de ces livres. Monsieur le président du directoire, en faisant le choix d'engager les écrivains à la rédaction d'une œuvre collective militante, nous avons fait le pari de mener le combat de l'immortalité de son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous avons fait le choix de dire ce qu'il est, de dire ce qu'il représente pour son pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est aussi l'aboutissement d'un projet salué par le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo. La parution de ce livre est salutaire, voire vitale, au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle appelle au débat et contribue ainsi à nourrir la démocratie. La deuxième raison, c'est que nous avons le devoir de laisser des traces de notre vécu en perpétuant les axes les plus emblématiques de notre vie collective. Ce projet scientifique est coordonné par la cellule de réflexion et d'écriture militante, CREM, et comporte 400 pages. Un salon du livre est prévu dans les prochains mois pour en faire un écho large auprès du public. Au PDCI-RDA, l'heure est à la mobilisation à l'approche de la présidentielle d'octobre. Les femmes du parti sont invitées à rester unies et mobilisées autour du président du parti, Tidiane Cham, pour la reconquête du pouvoir. Jeudi dernier, face à la presse, la vice-présidente du parti, également présidente de l'Union des femmes du PDCI en zone rurale, Aka Véronique, a exhorté les femmes à investir le terrain pour porter le message du PDCI-RDA. Reportage signé Konaté Moussa. Soutien au président Tidiane Cham, Véronique Aka sonne la mobilisation des femmes. La présidente de l'Union des femmes du PDCI en zone rurale appelle à plus d'engagement et d'action pour les échéances de 2025. Notre choix
c'est Tidiane Thiam. C'est sur vous que le président compte, vous les femmes. On va tout faire pour montrer au président Tidiane que nous sommes avec lui, devant lui, derrière lui, à gauche, à droite, que toutes les dames du parti, qu'on s'anime de courage, parce que nous avons un bon candidat, un candidat de valeur. On peut se lever pour dire que c'est le meilleur des candidats, au moins ça. Véronique Aka a également rendu hommage aux doyennes du PDCI aidées présentes à cette rencontre. Madame, Monsieur ce 20h, on parle également de tourisme avec la 5e édition de la conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique, le CITA, thème de ce rendez-vous, l'Afrique, terre de talent et d'opportunités. Plus de 200 professionnels nationaux et internationaux du secteur du tourisme étaient présents sur les bords de la lagune Évrier. Le but est de mettre en lumière l'immense potentialité du continent africain. Patricia Omoetia. La 5e édition de la conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique, CITA, met en lumière l'immense potentiel du continent africain sur le plan touristique. Partenariat, table ronde, animation, B2B, cette édition riche en échanges a réuni plusieurs porteurs de projets pour le développement du secteur touristique en Côte d'Ivoire. Et il y avait des opportunités foncières de pouvoir développer une qualité d'hébergement hôtelier attractive pour faire venir la clientèle d'affaires et aussi celle de loisirs. La Côte d'Ivoire a un futur, s'il le souhaite, touristique extraordinaire. Vous avez des régions en Côte d'Ivoire inexploitées que personne ne connaît, que ce soit à travers n'importe quel continent, en Asie, en Europe. Il faut faire découvrir ces pays. Les échanges ont notamment porté sur les solutions visant à accroître l'accessibilité au financement des projets et à favoriser l'innovation dans l'hôtellerie et la formation. Le représentant du ministre du Tourisme et des Loisirs a exhorté à une action concertée pour faire de l'Afrique une destination touristique majeure. Le ministère du Tourisme et des Loisirs envisage l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'intelligence économique pour affiner l'analyse des tendances, personnaliser l'offre et anticiper les évolutions du marché touristique, très concurrentiel. L'initiateur Voltaire by Aegis de cette 5e édition de la conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique s'engage activement à concrétiser des projets ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Un reportage signé Patricia Moetier, notre spécialiste maison des questions liées au tourisme. Madame, Monsieur, dans l'actualité internationale, sachez que le mois de Ramadan correspondait à l'an 1446 de l'Hégire. Oui, débute en Côte d'Ivoire ce 1er mars. Bon mois de Ramadan d'ailleurs à tous les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Ceux de Bukavu, en République démocratique du Congo, s'apprêtent à passer le mois de Ramadan dans un contexte difficile. Leurs programmes de prière devront s'adapter au contexte sécuritaire difficile après l'occupation de Bukavu par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Ces dispositions ont été annoncées par des responsables musulmans de cette province. Place à présent à la page culture de cette édition. Voilà une page culture qui nous conduit au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément, où le cinéaste burkinabé Dani Kouyaté vient d'honorer son pays en remportant l'Étalon d'or de Yenanga avec son film Katanga ou La danse des scorpions. Avant cette distinction, il s'était déjà vu décerner le prix du public au cours de cette cérémonie de récompense de cette 29e édition du FESPACO. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie bredouille de ce grand rendez-vous cinématographique du continent. Joël Akafou a décroché l'Étalon de bronze avec son documentaire long-métrage Loin de moi, la colère. Et on continue de parler du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui referme ses portes ce samedi 1er mars 2025. Mais avant-hier, hier vendredi, les prix spéciaux ont été décernés dans 3 catégories. La Côte d'Ivoire s'est fortement illustrée dans la catégorie des séries. Alex Ogou, pour la seconde fois consécutive, s'est adjugé le premier prix en série avec son film. Niabla, le 2e prix dans cette catégorie, a été également remporté par Johanna Boyard-Diolo avec le film Or Blanc en reportage. Le premier prix FESPACO
série télé de cette année, c'est Niabla. Il est le maître des séries télévisées au FESPACO. Pour la deuxième fois consécutive, en 2023 et 2025, il décroche le premier prix FESPACO des séries télévisées. Avec son film Niabla, Alex Ogou permet à la Côte d'Ivoire de retrouver la plus haute marche de cette catégorie lors de la cérémonie de remise des prix spéciaux du FESPACO. La deuxième place est également revenue à la Côte d'Ivoire avec le film Hors Blanc de Johanna Boyer-Tidelo. Je suis très reconnaissant évidemment au FESPACO, très reconnaissant surtout aux personnes avec qui je collabore, qui travaillent avec moi, aux personnes avec qui au quotidien, à travers les années, on essaye de monter, d'élever le niveau de la production audiovisuelle sur la Côte d'Ivoire et pas que sur la Côte d'Ivoire. On peut dire que la Côte d'Ivoire en tout cas est bien placée en termes de séries sur l'échiquier de l'Afrique francophone. Et je tiens aussi à féliciter la deuxième série qui a remporté, à savoir Hors Blanc, qui ne démérite pas évidemment, ils sont deuxième aussi, donc c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui gagne. Un prix salué par l'actrice principale du film et la directrice générale de l'Office national du cinéma, Onaxi. Franchement, je suis très heureuse parce que j'avais confiance en cette série-là. Certes, j'ai joué le rôle principal qui parlait d'une mère célibataire dont la fille a atteint de drépanocytose et elle devait faire tout son possible pour pouvoir soigner sa fille, quitte à gérer busy et à passer même par la NAC. Et elle a vu qu'elle n'a pas eu de résultat là-dedans. Et après, c'est celle qu'elle a prétendu être sa sœur qui l'a aidée. Donc franchement, c'est une série qui donne assez de messages à toute la population ivoirienne. L'année dernière, nous avons remporté le prix de la série avec Alex Ogou. Cette année encore, nous remportons et le premier prix de la série et le deuxième prix de la série. Depuis des années, le premier président de la Côte d'Ivoire est honoré au FESPACO à travers le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente. Cette année, le premier prix est raflé par une cinéaste burkinabé, réalisatrice également à la RTB, Radio-Télévision burkinabé, avec son film Une si longue nuit. Je suis très contente d'avoir obtenu ce prix spécial Félix Houphouët-Boigny, qui est un ancien président de la Côte d'Ivoire, paix à son âme, que nous respectons beaucoup, parce qu'il a beaucoup fait pour l'Afrique. Je suis vraiment très fière de l'avoir obtenu, moi et mon équipe technique et artistique. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, joue aussi sa partition dans le développement du cinéma africain en décernant des prix spéciaux. Les lauréats ont été récompensés au cours d'un dîner gala. Les prix spéciaux UEMOA ont pour but de reconnaître et de récompenser les efforts que fournissent les réalisateurs de notre espace communautaire, souvent sans grands moyens. La commission de l'UEMOA, suivant les orientations des plus hautes autorités de notre Union, accorde une importance capitale au rayonnement de la culture au sein de l'espace UEMOA. Au total, 22 prix spéciaux d'une valeur de 97 millions de francs CFA ont été décernés à 3 catégories distinctes à cette 29e édition du FESPACO. Voilà, reportage signé Issa Tchonanyeo et Ibrahim Touré, nos envoyés spéciaux au Ouagadougou, Burkina Faso. Madame, Monsieur, nous l'annoncions au début de cette édition, l'entretien de la page culture de ce journal est dédié à la célébration d'une amitié. On le sait, l'amitié est précieuse car elle illumine autant celui qui l'éprouve que celui qui la reçoit. Et la première de couverture de l'ouvrage que nous tenons entre les mains illustre bien cette pensée. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, et Yacouba Sylla, opérateur économique donc important de l'époque, se regardent droit dans les yeux et expriment leur respect, le respect mutuel qu'ils ont en partage. Et nous recevons l'auteur justement de cet ouvrage photo. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Yacouba Sylla. Bonsoir, monsieur Guibé. Alors, première remarque, vous vous appelez Yacouba Sylla, vous portez le même nom que monsieur Yacouba Sylla, ce grand ami de Félix Houphouët-Boigny. Y a-t-il un lien de filiation entre vous et Yacouba Sylla? Ouais, violente question. Oui, c'est mon grand-père. Je suis membre de sa communauté, je préfère. Très bien. Vous êtes donc la personne la mieux placée pour raconter donc l'histoire, le vécu de votre grand-père. Et on en parle dans un instant, juste après cet élément que nous propose Nadège Kassi et Marie-Chantal Akanda, un élément relatif au vernissage qui a lieu en ce moment, qui justement célèbre cette amitié entre Yacouba Sylla et Félix Houphouët-Boigny. On regarde l'élément. L'amitié entre le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny,
Et le guide spirituel Cheikh Yacouba Sylla a été mis en lumière à travers un ensemble de lettres et d'objets historiques. Un vernissage initié par des experts met en évidence les liens profonds et la complicité qui unissait ces deux figures emblématiques. La modernité de la Côte d'Ivoire a été construite par des gens de toutes conditions, parce que Yacouba Sylla n'a pas été à l'école. Ces photos retracent l'histoire, mais le fond de l'exposition, ce sont ces archives, c'est les lettres. Nous en avons exposé 150. Mais notre fonds, on a au moins 500 qu'on a numérisés. C'est des objets désormais très très précieux. Cet hommage a également été marqué par une compétition d'art visuel, célébrant les valeurs de paix et d'unité chères aux deux hommes. Les lauréats ont reçu un prix d'1 million de francs CFA. Merci la Galerie La Rotonde pour l'opportunité qu'elle donne à tous les jeunes passionnés d'art de pouvoir participer à ces concours-là pour les mettre en lumière. Le concours s'est très bien déroulé et le message que je peux donner à tous les jeunes artistes qui veulent se lancer dans ce qui les passionne, c'est que tout est toujours possible. Ce vernissage a mis en lumière 150 lettres et 300 échanges numérisés, un témoignage d'une amitié exemplaire et un appel à la paix. Alors un vernissage qui se tient à la Rotonde des Arts Contemporains, dites-nous, on l'a vu en images, il y a de l'affluence, mais que recherchent véritablement les visiteurs qui se rendent justement pour découvrir ces images que vous leur proposez? Monsieur Guibé, avant tout propos, je voudrais, comme nous venons de démarrer le mois de Ramadan, élever toute ma reconnaissance au tout miséricordieux. Je vous en prie. Et aussi au nom du chef, le calife de la communauté Yacouba Sylla, Cheikh Yacouba Sylla, dit le salut fraternel de la communauté Yacouba Sylla à toute la communauté musulmane, à Aïma Ousmane Diakité et à tous les musulmans, au chef de l'État et à tous les Ivoiriens. Donc ça c'était tellement important au nom du chef de la communauté pour dire merci et souhaiter un très bon mois de Ramadan, un mois de Ramadan qui nous parle, qui parle à cette communauté. Puisque vous parlez de Cheikh Yacouba Sylla, son histoire a démarré un mois de Ramadan, le 15 février 1930 à Kaïdi, en Mauritanie, où ses compagnons, ses illustres compagnons ont été exécutés et enterrés tous dans une fosse commune. C'est de là qu'est partie la mission de Yacouba Sylla. La raison principale de sa présence en terre ivoirienne, on a connu plusieurs migrations. Les historiens nous ont parlé de plusieurs migrations. Il y a eu des migrations de commerce, des migrations de travail, mais la migration qu'a connue Yacouba Sylla, au temps colonial, les migrations du Soudan vers le littoral ivoirien, nous avons connu plusieurs types de migrations. Mais Yacouba Sylla a connu une migration de force, que moi j'appelle une migration spirituelle. Pour ses convictions religieuses, pour être un amaliste, un fervent amaliste, il va être déporté en Côte d'Ivoire avec son binôme Mpali Kaba Diakité et Cheikh Amada lui-même à Azopé, et Mpali Kaba Diakité à Bokanda via Bassam et Yacouba Sylla à Sassandra. Voici comment démarre le mouvement Yacoubis en Côte d'Ivoire. Et permettez que je vous remercie pour ce véritable cours d'histoire qui vient justement instruire la jeune génération sur qui a été Yacouba Sylla et comment est-ce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Alors comment est-ce qu'il rencontre Félix Houphouët-Boigny? Pour entrer dans le contexte historique de cette rencontre, nous allons partir dans les années 1940-1945. Voyez-vous, la colonisation battait son plein et les paysans rencontraient plusieurs difficultés. Ils subissaient une discrimination, les prix des produits étaient mal fixés et Félix Houphouët-Boigny, qui était fils de planteur aussi, qui était planteur, aussi s'est reposé aussi sur des figures emblématiques dans le temps pour pouvoir mettre en place le syndicat agricole africain. Et voici le doyen Pelofro Koulibaly va lui demander de faire tout pour rencontrer Yacouba Sylla, avec qui il va mener le combat pour le syndicat agricole africain, avec d'autres figures, Gabriel Dadier, Joseph Anouma, plusieurs figures emblématiques qui vont mener avec Houphouët, Yacouba Sylla et d'autres personnes le combat du syndicat agricole africain et plus tard aussi le combat du Rassemblement démocratique africain. Alors, que dire de son amitié avec Houphouët-Boigny? On laissait très engagé pour la lutte justement des droits des paysans. Et plus tard, cette amitié s'est approfondie, n'est-ce pas? Et c'est ce que vous essayez de mettre en lumière au travers de ce vernissage. Très bien, M. Guibé. Cette amitié est une amitié très solide. Jusqu'au 20 février 2025, à la Rotonde, cette histoire d'amitié entre Félix Houphouët-Boigny et Yacouba Sylla était considérée comme terra incognita. Elle n'était pas bien explorée. Mais, M. Guibé, permettez-moi, loin de moi toute prétention de vouloir présenter ces deux figures emblématiques historiques sous un angle hagiographique ou d'un élève illuminé, passionné, dépourvu de toute rationalité, mais permettez-moi de les compter en me basant sur les sources primaires et les sources secondaires et à partir des archives avec lesquelles
M. Konaté Yacouba et moi-même, et la Fondation Houphouët-Boigny, en saluant Jean-Noël Loukou aussi, qui nous a beaucoup aidés, nous avons travaillé depuis 4 ans sur ces archives. Comme M. Konaté vient de le dire tout à l'heure, plus de 500, et c'est plus que 1000 archives sur lesquelles nous avons travaillé pour trouver un peu qu'est-ce qui a fondé l'amitié Cheikh Yacouba Sylla et Houphouët-Boigny. Maintenant, de vous dire que cette amitié était au service de l'homme, était au service de Dieu, était au service du développement économique, culturel, social et posait les bases du dialogue interculturel. Puisque Yacouba Sylla, guide religieux, musulman, Houphouët-Boigny, homme politique chrétien, cela posait les bases vraiment du dialogue interculturel, interreligieux, transcendant vraiment toutes les dimensions politiques, sociales, culturelles et religieuses. Et on imagine bien tout le travail de fourmi que vous avez dû abattre pour réussir justement ce vernissage. Nous avons d'ailleurs des images de ce vernissage en miniature. Je voudrais donc inviter la réalisation à pouvoir nous suivre. Ici, nous avons une photo de Félix Houphouët-Boigny qui donc écrit des mots particuliers pour son ami Yacouba Sylla. Félix Houphouët-Boigny qui dit, je cite, « À mon grand ami Yacouba Sylla, souvenir affectueux de mon premier mandat de député de l'Assemblée nationale constituante 1945-1946. » C'est dire combien de fois ils étaient proches, n'est-ce pas? Très proches. Et vous voyez cette photo, je peux dire que c'est de là qu'est partie cette expression depuis près de 7-8 ans. À partir de cette photo, j'ai pu ressentir un peu la quintessence, la solidité de l'amitié qu'il y avait entre Félix Houphouët-Boigny et Yacouba Sylla. C'était en 1945, Houphouët-Boigny, d'après Serran Diallo, dans son livre, à la page 92-93, il dit Houphouët-Boigny, avant d'accepter d'être candidat pour l'Assemblée constituante, va consulter le Moronaba, va consulter aussi Peliforogon à Korogo. Et il dira qu'il lui restera une seule personne. Il ira voir Cheikh Yacouba Sylla à Gagnoua, qui va lui donner sa caution. Et il lui dira, tu iras plus loin. Tu iras plus loin que ça. Ta destinée dépassera les frontières de la Côte d'Ivoire, les frontières africaines. Alors très bien. Au-delà de ce vernissage, quel est le message que vous aimeriez que les jeunes générations retiennent de ces deux personnalités qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire? Mais M. Guibé, la richesse, quand on a tout perdu, on n'a que notre richesse. Amadou Ampateba disait que tous ceux qui refusent d'écrire se verront écrire pour ou contre eux. Denis de Rougemont ajoute que la décadence d'une société commence là, quand on dit que va-t-il se passer, au lieu de dire que dois-je faire. Mais dans cette cohabitation, dans cette amitié, il y a un héritage. Il y a un héritage de paix. Ils avaient une vision commune du développement économique. Yacouba Sylla et Houphouët-Boigny, c'était deux philosophies en une. La philosophie yacoubiste et la philosophie houphouëtiste. Et quel message pour les jeunes générations? La jeune génération, c'est quoi? C'est pour passer une meilleure transmission des valeurs que nous avons reçues en héritage par le président Félix Houphouët-Boigny et Cheikh Yacouba Sylla et toutes ces figures emblématiques historiques. Merci à vous, Monsieur Yacouba Sylla. On a parfaitement pu ressentir cette passion qui vous anime et ce message que vous tenez absolument à véhiculer. Donc aux jeunes générations, je rappelle que ce vernissage se poursuit jusqu'au 20 mars, débuté depuis le 20 février. Madame, Monsieur, vous êtes invités à vous y rendre afin de découvrir justement l'histoire qui se cache derrière cette grande amitié qui lie Félix Houphouët-Boigny à Yacouba Sylla. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous avons pris grand plaisir à vous présenter cette édition. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.